Bonjour, professeur Carella. Bonjour Julia Bolcou. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Pour évoquer la relation assez ténue entre consommation de substances et sommeil. Alors, une enquête d'Observation nationale qui date de 2022 fait un constat assez radical. Les Français consomment beaucoup de tabac, d'alcool, mais aussi de cannabis. Ce sont des habitudes répandues, on le sait maintenant, mais ce qu'on savait moins, c'est que ça jouait terriblement sur le sommeil. Mais ma première question est la suivante, est-ce qu'on peut parler déjà ici de comportements addictifs ? Oui, on peut parler de comportements addictifs. On parle de comportements de consommation qui peuvent être excessifs, voire basculer dans l'addiction pour une minorité de personnes. Pour ça, donc pour le tabac, pour le cannabis et pour l'alcool. Pour toutes les Je substances. vous propose qu'on essaye de les détailler un peu. Tout à fait. Et on n'a qu'à commencer avec le tabac. Qu'est-ce qui fait que le tabac impacte le sommeil ? Le tabac, déjà, c'est la nicotine. La nicotine qui est dans le tabac, qui est une substance stimulante, qui est une substance très addictive. Et en fait, imaginez que vous prenez une substance stimulante un peu avant de dormir, le soir, après le repas par exemple. Ça va vous exciter sur le plan cognitif, ça va exciter votre vigilance et vous allez moins vite dormir par exemple. Et ce qui se passe, c'est que à force de fumer, parce qu'on fume tout le temps, régulièrement, quotidiennement, en fait, vous allez avoir par nuit une diminution de la quantité de sommeil. Donc, il va y avoir cette dette de sommeil. Le lendemain, vous allez être un peu fatigué, vous allez un peu somnoler. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez reprendre une cigarette pour vous restimuler et aussi du café, parce que c'est souvent associé. Et j'imagine donc qu'on peut en tirer les mêmes conclusions en ce qui concerne le vapotage. Tout à fait, c'est la nicotine qui est en jeu. Donc, que ce soit vape ou que ce soit cigarette, ça va impacter le sommeil. Alors, deuxième constatation très claire, l'alcool est aussi un perturbateur de sommeil. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, vous allez peut-être me dire que je me trompe complètement, mais on se dit toujours, je vais reprendre un petit verre, comme ça va m'assommer, je vais mieux dormir. Et en fait, là, vous dites pas du tout, l'alcool empêche un sommeil réparateur. À partir du moment où on se dit « je vais boire un verre d'alcool pour m'assommer », là on est dans le pathologique en fait. Vous voyez, l'alcool n'est pas un médicament somnifère, ce n'est pas un hypnotique. Donc on peut boire de l'alcool de manière régulée. Il y a des recommandations par Santé publique France, c'est pas pour les hommes et les femmes, pas plus de 2 verres par jour, pas tous les jours, avec au moins 2 jours sans consommer. Ça c'est la base des recommandations. Quand on est au-delà, on est dans l'excès. Et l'OMS dit, lors d'une fête, par exemple, vous avez un dîner avec des copains, des copines, pas plus de 4 verres. Mais quand vous buvez 4 verres le soir, l'alcool va mettre 5 à 6 heures avant de s'éliminer. Et ce qui se passe, c'est que vous buvez de l'alcool, ça va dans le sang, le taux d'alcool dans le sang augmente, les enzymes du foie vont travailler, mais elles vont être un peu dépassées par cet excès d'alcool qui est dans votre corps. Et ça va aussi impacter la qualité, la quantité de votre sommeil. Mais il y a quand même quelque chose qui endort un peu dans l'alcool. On entend des gens dire « Ah non, je ne vais pas boire au déjeuner, ça m'endort ». Oui. On sait quand même que l'alcool endort avant de surexciter. L'alcool relaxe, l'alcool rend cool, l'alcool anxiolyse, ça c'est une première chose. L'alcool endort un peu, certaines personnes peuvent tout d'un coup un peu somnoler avec 1 ou 2 verres. Mais ce qu'on voit, c'est par exemple, vous êtes à une soirée, vous buvez 4 verres. Vous allez rentrer chez vous, vous allez vite vous endormir, mais votre sommeil profond va être allongé. Et qui dit sommeil profond allongé, dit c'est le chaos dans la deuxième partie de la nuit, avec une agitation, des cauchemars, on se réveille sans cesse. Et le lendemain, comment vous allez être ? Puisque l'alcool va aussi jouer sur un autre cycle, une autre phase du sommeil qui est le sommeil paradoxal. C'est-à-dire c'est juste le sommeil avant qu'on se réveille, c'est la phase juste avant qu'on se réveille, et le matin, vous allez être complètement dans le brouillard, ce qu'on appelle la gueule de bois. D'accord, ça y est, je l'ai. Mais alors, pour les gens qui boivent beaucoup, au bout de combien de temps d'arrêt d'alcool, on voit une véritable transformation de leur qualité de sommeil ? Ça se compte quoi ? En semaines, en mois, en années ? Il faut prendre 3 variables importantes. C'est le temps d'endormissement, c'est important pour nous, pour notre santé. La durée du sommeil, ça c'est important, et aussi notre sommeil profond. Alors si on prend ces 3 variables-là, on dit on arrête l'alcool définitivement, c'est bon, on est parti, on va être abstinent en alcool. Pour le temps d'endormissement, c'est 6 à 9 mois pour le récupérer. Pour la durée du sommeil, c'est plus d'1 an, et ça varie tout ça bien sûr en fonction des gens, des âges, etc. Et pour le sommeil profond, ça peut aller jusqu'à 4 ans, selon les études. D'accord. Vous voyez, donc c'est pas... Non, c'est pas anodin, c'est voilà. pas anodin. Et donc on le rappelle, la consommation maîtrisée, c'est pas plus de 2 verres et pas tous les jours. Exactement. Enfin, troisième perturbateur révélé par cette enquête, c'est donc le cannabis. Les derniers chiffres parlent de 1,3 million de Français qui en consomment de manière régulière et 850 000 usagers quotidiens. Et là, même chose, on avait le sentiment que le cannabis endormait plutôt ceux qui en consommaient. Et en fait, même chose, vous nous dites pas du tout. Oui, le cannabis, si vous voulez, quand vous en consommez, quand vous fumez un joint, ça va relaxer, ça donne une euphorie un peu calme, ça anxiolyse, ça enlève les angoisses et ça entraîne un peu de somnolence. Certains même peuvent s'endormir, il y a un effet sédatif du cannabis. Et on sait très bien que le cannabis
va parasiter toutes les phases du sommeil, va altérer ce sommeil paradoxal, ce sommeil où on rêve, etc., va entraîner des rêves vifs, va entraîner une insomnie, va entraîner une réduction de la quantité du sommeil et des perturbations du sommeil, et on va avoir un sommeil qui ne va pas être réparateur. Alors que vont faire ces sujets ? Eh ben, ils vont se mettre à fumer encore un peu plus pour essayer de réguler ce trouble du sommeil, pour essayer de réguler leur consommation. C'est un cercle vicieux, en fait. Et la difficulté supplémentaire, c'est quand ces trois comportements se cumulent. C'est ce que vous appelez la polyconsommation. Et là, c'est le jackpot, mais évidemment dans le très mauvais sens du terme. Bah oui, Alcool, tabac, cannabis. Vous potentialisez tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire le tabac, qu'est-ce que ça fait, l'alcool, qu'est-ce que ça fait, le cannabis, qu'est-ce que ça fait. Si vous avez les trois, ben, ça potentialise les troubles. Et les opioïdes, on peut dire un mot également des opioïdes. On lit beaucoup de choses sur le sujet, notamment aux États-Unis, où ils sont très consommés et souvent même détournés de leur usage premier. Et là encore, leur grande dépendance joue sur la qualité du sommeil. Tout à fait. En France, ça commence. On n'est pas dans l'état épidémie opioïde des États-Unis, mais en France, il y a des détournements d'usage des opioïdes, mais il y a aussi des gens qui prennent des opioïdes prescrits par leur médecin, par leur spécialiste, etc. Et quand vous prenez des opioïdes une fois, deux fois, ça va donner un effet sédatif. Vous allez somnoler 2-3 jours, et normalement, ça se régule. C'est un phénomène de tolérance, vous l'avez, votre organisme va s'adapter. Mais si vous consommez ces opioïdes de manière détournée, eh ben ça va perturber la quantité du sommeil, la qualité du sommeil, vous allez être hyper somnolent, vous allez avoir des réveils difficiles. C'est un peu comme tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pour finir, je voudrais votre avis, professeur Carilla, sur les nouvelles pratiques et les nouvelles croyances qu'on a vues se développer assez fort ces dernières années chez nous, concernant le sommeil notamment. Je pense au CBD, ce dérivé du THC et donc du cannabis, mais aussi à la mélatonine, dont on a beaucoup vanté les effets. Vous en dites quoi, vous ? Alors la mélatonine, c'est un très bon traitement pour les insomnies transitoires ou occasionnelles. Moi, je le prescris à mes patients et mes patientes sur des courtes périodes avec des posologies variables. La mélatonine aide, la mélatonine ne rend pas addict à la mélatonine, donc c'est un traitement qui peut aider. Mais encore une fois, dans les troubles du sommeil, il n'y a pas que le médicament qui aide, il y a toutes les autres mesures, notamment les thérapies cognitives et comportementales, la nutrition, etc. Pour ce qui est du CBD, qui est un dérivé, un des composés du cannabis, il y a des études en cours sur quel est l'impact du CBD sur les troubles du sommeil. Donc c'est une piste qui est en cours d'évaluation. Mais on va attendre ces évaluations. Attendons. En conclusion, professeur, pour dormir bien et avoir le sommeil réparateur nécessaire au bon fonctionnement de notre corps et de tous nos organes, quelles sont les règles à respecter ? Il faut avoir une routine dans son sommeil déjà. Ouais. C'est se coucher à heure fixe, se lever à heure fixe, avoir un petit rituel 1 heure à 2 heures avant de se coucher, je sais pas, lire un livre, prendre une douche un peu fraîche, un bain un peu frais. Il faut éviter les écrans 1 à 2 heures avant de se coucher. C'est pas évident parce que tout le monde le fait, mais ça c'est un point important. Profiter de la lumière du jour quand il fait jour, faire un peu d'activité physique la journée et se dire qu'on va bien dormir. Merci beaucoup, professeur Carilla, d'être venu nous éclairer sur ce sujet ô combien vital. Je rappelle que votre dernier ouvrage, On n'a qu'une vie, qui est une mine de conseils pour enfin souffler, déculpabiliser et reprendre le goût du plaisir, est sorti l'année dernière chez Fayard et il vient de sortir dans la collection Pluriel, qui est la collection poche de cette grande maison d'édition. À très bientôt. Merci. Au revoir.